question de la réparation. Et en fait, je me suis aperçu que c'était un énorme sujet et qu'en réalité, ce sujet-là va m'apporter plus d'autres questions que de réponses. Je suis désolé, mais je suis fait comme ça, je suis prof et je préfère les questions aux réponses. Mais on va réfléchir à réparer. Réparer, c'est pas casser. Une petite introduction quand même, parce que vous avez la chance que je sois pas prof de philo, parce que en fait, la réparation, c'est un vrai sujet philosophique, psychologique. Réparer, c'est comme une injonction parentale. Vous voyez, tu vas réparer tes bêtises. Hein, voilà, tu as tout pollué, donc maintenant répare. Et en fait, si vous regardez bien, dans notre culture religieuse, et je vais faire très court, la première chose cassée, c'était quand même l'étape de la loi, si je remonte très loin, hein, et que Moïse a payé, pour ça il les avait cassés, tout ça, alors après il a fallu réparer, ça a donné le grand pardon chez les Juifs, et puis la réparation, Jésus qui demande pardon au Père pour les hommes, tout ça, donc il faut réparer. La réparation, c'est quelque chose de très profondément ancré dans notre culture. Et ce que je voulais vous dire, c'est que la réparation, c'est bien, et que si en fait on se dit, tiens, on a fait des bêtises et des déchets jusqu'à maintenant, ben, c'est pas grave, on a une solution, on va réparer. Alors je suis désolé, ça va pas être peut-être aussi simple que vous le pensiez, et je vais essayer de vous dire ce soir que réparer, c'est pas aussi évident que ça. D'ailleurs, pourquoi on répare? Pour limiter la casse, mais quelle casse? Parce qu'il y a de la casse qui est sympa, hein, quand on casse la baraque, c'est quand même bien, c'est qu'on fait des trucs bien, c'est que, hein, la soirée, j'espère casser la baraque quand même, un petit peu. On peut casser des décisions de justice qu'on estime mauvaises. La cour de cassation, elle fait pas du mauvais boulot, hein, je fais allusion à aucune activité. Voilà. On peut casser avec une personne malsaine ou toxique, et donc c'est bien dans ce cas-là de casser. Je voudrais quand même que vous ayez en tête que la réparation biblique, le pardon, tout ça c'est formidable, mais casser parfois c'est bien, casser la routine, c'est sympa, ou casser la voix, il a fait quand même toute sa carrière là-dessus, donc il y a plein de choses qu'on peut casser et qui valent le coup qu'on les casse, parce que voilà. Bon, et donc le casser, c'est pas que, on n'a pas que le bon du côté de la réparation et le mauvais du côté de la casse, c'est déjà plus compliqué que ça. Et puis alors du côté de la réparation, on a un gros souci et un gros sujet, c'est qu'on a plein de réparations et on a beaucoup de choses à réparer, les océans, les villes bétonnées. Comment on répare une ville bétonnée? Comment on répare ça? C'était quand même... bien sûr que la réponse est évidente, on a trop produit, on a trop construit, on a trop... mais comment ça se répare ce truc-là? Comment on... voilà, l'atmosphère, ça se répare. Comment on va aller chercher? Comment les molécules de gaz à effet de serre, les déchets éternels, ça se répare? Comment les ressources non renouvelables, ça se répare? Comment? Je suis désolé, ma petite zappeuse, elle n'a pas marché, je suis là sur la souris à m'énerver. Les organismes malades, ça se répare comment? On va en parler, de réparer le vivant. Hein. Les espèces menacées, comment on répare une espèce menacée? À quel moment? Donc vous voyez que là, il y a quand même un gros sujet. Et puis alors les spécialistes de l'entropie, on en parlait tout à l'heure avec Théo, savent que l'irréparable par excellence, c'est le temps passé. Hein. Ça ne se répare pas. Si vous avez raté un truc il y a une semaine, ben, vous l'avez raté, et puis c'est tout. Hein. On ne reviendrait pas dessus. Donc voilà, l'entropie, c'est l'irréparable, hein, et c'est lié au temps qui passe, qui effectivement est irréparable, et fait qu'on vieillit, et que bon, ça fait partie des joies de la vie. Hein. Bien, c'est un gars qui a bientôt 60 ans qui vous raconte ça. Alors, les réparations, et pour terminer avec cette petite mise en bouche et introduction, les réparations, elles sont enregistrées dans le PIB. Le PIB est un petit peu mon copain depuis un an, que j'ai travaillé sur lui en essayant de montrer quel est l'intérêt, hein, de prendre le PIB comme une mesure de notre destruction, justement, hein, et de ce qui mériterait d'être réparé. Alors, en fait, il y a beaucoup de gens qui critiquent le PIB en disant que le PIB mesure les destructions. En fait, je ne suis pas d'accord. Hein, quand on regarde bien, le PIB ne mesure que des réparations. Il ne mesure pas une destruction. Vous avez un accident de la route, il n'est pas mesuré dans le PIB. Tout ce qui est mesuré, ce sera les réparations. Ce sera l'intervention de l'ambulance, du médecin, du garagiste, du psy si vous êtes perturbé durablement par votre accident, etc. Voilà, donc en fait le PIB enregistre des réparations. Et donc cette histoire de réparation, elle est déjà une problématique économique, et oui, il y a dans le PIB la mesure de nos réparations. Alors ce sont les économistes du bien-être, on les appelle, qui se sont penchés sur ces questions-là. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un gros cours d'économie, mais bon, il y a des gens qui se sont demandé dans le PIB qu'est-ce qui relève du bien-être et qu'est-ce qui ne relève pas du bien-être. Voilà, on les appelait les économistes du bien-être, et ils se sont aperçus qu'il y a quand même pas mal de choses
dans le PIB, qui sont enregistrés comme de la richesse économique, mais qui en fait ne relèvent pas exactement d'une amélioration ou d'une satisfaction de nos besoins, d'une amélioration de nos conditions de vie. Les dépenses de justice et de sécurité, on ne se sent pas tous les matins mieux, plus en forme, parce qu'on vit dans un pays où la justice et la sécurité sont assurées, même si elles n'étaient pas assurées, effectivement, on serait moins bien. D'accord. Mais voilà, donc ça c'est un petit peu, et d'ailleurs la justice souvent elle est là pour réparer justement ce qui aurait été abîmé. Et ça se mesure, et c'est enregistré dans le PIB. Les soins médicaux relèvent de la même chose, il y a des pollutions aussi. Et puis alors, ce qui est assez marrant, quand j'ai regardé ça, ça s'appelle les dépenses regrettables chez les économistes du bien-être. Ces dépenses qu'on ne fait pas pour vivre mieux, mais qu'on fait pour éviter de vivre moins bien. Voilà, ils appellent ça les dépenses regrettables, c'est des vrais économistes. Ils voudraient qu'à chaque fois qu'on dépense, ça nous fasse du bien. Ça c'est un truc d'économiste. Et puis ils ont remarqué qu'effectivement, parfois on dépense, mais non pas pour se faire du bien, mais pour éviter d'aller plus mal. Alors voilà, toutes ces dépenses-là, ils ont mis le tabac et l'alcool comme des dépenses regrettables, parce qu'effectivement, on n'en tire pas un bien extraordinaire. On pourrait s'en passer, mais voilà, elles sont là. Voilà, et elles sont, pour ces économistes-là, elles font partie. L'assurance, l'assurance, on pourrait ne pas la prendre, d'accord. Elle n'améliore pas notre bien-être, mais en cas de destruction, elle répare la casse, et donc elle est utile. Donc, voilà, ces réparations, elles existent, et on y consacre une bonne partie de notre énergie. Alors j'aimerais voir avec vous quels sont les grands principes de la réparation. J'en ai identifié 5 des grands principes de la réparation. Le premier principe essentiel de la réparation, je ne sais pas s'il y a des bricoleurs et des réparateurs dans la salle, mais le premier principe, c'est qu'on ne répare pas systématiquement. On ne répare pas systématiquement, on se pose 3 questions. Première étape, est-ce qu'on peut réparer ? Premier truc que le bricoleur fait quand vous lui apportez un truc qui ne fonctionne pas, il regarde, est-ce que je peux réparer ça? Première étape. Deuxième étape, est-ce que c'est pertinent que je répare? Je peux le réparer, mais peut-être que c'est pas pertinent, peut-être qu'il vaut mieux faire autre chose, racheter du neuf, etc. Même si je peux le faire, d'accord? Donc est-ce que je peux le faire? Est-ce qu'il est pertinent que je le fasse? Et puis troisième étape, évidemment, se mettre à réparer, d'accord? Mais on ne répare pas systématiquement. Et là, j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps pour étudier 2 domaines dans lesquels la question de est-ce qu'il faut réparer se pose, et se pose d'une façon tellement complexe que, je suis désolé, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas sûr que j'aurai la réponse à la fin de ma question. Mais il faut qu'on en discute. La première question, c'est est-ce qu'il faut réparer le vivant? Ça, c'est une vraie question d'écolo. Les écolos disent ce qui est détruit le plus, et le plus gravement, c'est le vivant. Le vivant sous toutes ses formes, le vivant humain, le vivant animal, le vivant végétal, etc. Est-ce qu'il faut réparer le vivant? Alors, là, quand on voit la série de questions que ça nous pose, ça devient un peu énorme. Surtout si on décide que le vivant, on va partir de l'idée que pour un écologiste ou un être humain que j'appellerais civilisé, le vivant est sacré. D'accord? Et que le vivant, effectivement, doit être en priorité réparé si on peut le faire. Donc, première question, est-ce qu'on pourrait ne pas réparer le vivant? Si vous êtes écolo, humaniste, vous dites non, on ne peut pas ne pas le réparer. En tout cas, un médecin, c'est ce qui se dit. Je ne peux pas ne pas soigner la personne qui est abîmée. Alors bon, si on répond non à la question, peut-on ne pas réparer le vivant? Donc non, on ne peut pas ne pas réparer le vivant. Donc j'ai répondu non à une double négation, mais vous voyez ce que je veux dire. D'accord? On ne peut pas ne pas réparer le vivant, il faut réparer le vivant. Ok? Mais une fois que j'ai répondu à cette question-là, il faut que je me demande, est-ce que je dois tout faire pour réparer ce qui vit? Et là, ça commence à devenir un peu compliqué. Est-ce que je dois tout faire, ce qui est en mes capacités, pour réparer ce qui vit? Alors, a priori, oui. Si le vivant était si formidable que ça, bien oui. Il faut que je fasse tout ce que je peux, ok. Mais alors, est-ce que je soigne n'importe qui et n'importe quoi? Est-ce que le gars qui vient d'essayer de massacrer toute ma famille et qui a été blessé dans l'arrestation, est-ce qu'il faut qu'on le soigne lui aussi? Est-ce qu'on doit soigner tout ce qui vit à tout prix? Bon, ok, si on aime le vivant et s'il est au-dessus de tout, on doit soigner tout, et tout ce qui vit, même ce qui vit dangereusement et qui vit et qui nous menace en vivant. Et puis, donc, si on répond oui à ça, est-ce qu'on doit soigner, ça c'est la dernière question, est-ce qu'on doit soigner à n'importe quel prix?
c'est-à-dire une fois qu'on a pris la décision que le vivant était indispensable à réparer, qu'il n'y avait pas de discussion, que le vivant, ça se répare, eh ben ok, d'accord, mais alors quel prix on y met? Et est-ce qu'on a les moyens d'y mettre le prix pour tout le monde? Alors je suis allé chercher quelques informations et je vous ai trouvé ça comme graphique. Alors vous avez plein de pays et puis vous avez en bas là la part du produit intérieur brut que chaque pays consacre aux soins, aux consommations de santé. Et puis vous avez là en ordonnée l'âge, l'espérance de vie qu'on observe dans chacun de ces pays. Et de façon pas très surprenante, hein, même ceux qui n'ont jamais fait d'économie ou de statistique, vous comprenez que plus on consacre une grosse part de son PIB aux soins, ben plus on est dans un pays où l'espérance de vie est élevée. Donc en fait, ça coûte cher de réparer le vivant. C'est juste ce que je veux vous dire. D'accord? Et les pays comme l'Inde, qui ont eh bien, ces pays-là qui n'ont pas les moyens, ils ont une espérance de vie qui est mathématiquement... Voilà, donc si on se pose la question, il faut réparer les vivants impérativement, la question c'est que ça va nous coûter cher. Même, il est possible, j'ai enlevé 2 points hein, qui étaient complètement aberrants sur ce schéma-là. Il y avait un point ici, c'était les Irlandais, alors je ne sais pas pourquoi, ils vivent vieux, ils doivent faire un mode de vie très sain, ils vivent vieux en dépensant une faible part de leur produit intérieur. Donc ils n'étaient pas là, les Irlandais, puis là-bas, vous avez évidemment des gens qui dépensent beaucoup alors que leur espérance de vie est plus basse que dans tous les pays industrialisés, les États-Unis. Et oui, les États-Unis, ils n'étaient pas là. Bon, mais à part ces 2 exceptions, qui sont des exceptions à la règle, si on veut réparer le vivant, il faut y mettre les sous, et la question c'est jusqu'où on y met de l'argent. Si vous voulez réparer 8 milliards d'humains sur la planète, à tout prix, hein, j'ai dit, quelles que soient les personnes, hein, et à tout prix en y mettant toutes vos capacités, comme on fait nous en France avec un système de santé qui est riche, qui est compétent, qui est extraordinaire, et Dieu sait, voilà, chacun a vécu ça à un moment donné, on a un système formidable mais qui nous coûte très cher. Et réparer à tout prix, ça coûte très cher. C'est juste le truc que je voulais vous dire. Voilà, alors... là, on va faire une petite parenthèse avec l'histoire de la louve Oméga. Je ne sais pas si vous connaissez les meutes de loups, mais j'ai visité un jour un parc naturel où il y avait des loups, et puis j'ai découvert l'existence de la louve Oméga. La louve Oméga, c'est la louve sur laquelle tous les loups mâles se défoulent et déversent leur hargne au moment de la reproduction parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Il n'y a que le loup alpha qui a le droit de faire des petits. C'est un système qui est fait exprès pour que la meute ne croise pas trop par rapport aux ressources qu'elle a dans la forêt. Donc il n'y a que le loup alpha et la louve bêta qui font les petits. Et puis les femelles qui protègent tout ça. Et les loups sont furibards. Hein. Les loups mâles sont furieux, vous imaginez. Et alors il se venge sur la louve Oméga qui prend, mais alors qu'est-ce qu'elle prend? Elle est griffée, mordue, abîmée, voilà, puis elle finit toujours par mourir. Hein. Sauf dans le parc que j'ai visité, le parc naturel des loups, où il y avait des vétérinaires qui, eux, veulent réparer à tout prix le vivant. Ils sont des médecins. Hein, et un médecin en France, ça répare à tout prix. Hein. Et donc, il réparait la louve, il nous racontait qu'il faisait de la suture, des antibiotiques, des machins, etc. Et il la tenait un peu plus longtemps en vie, mais elle finissait de toute façon par y passer. Alors, cette petite histoire que je vous raconte, c'est pour vous dire une chose. C'est que, bien sûr qu'on peut réparer le vivant à tout prix, mais, donc je vous l'ai mis, la louve alpha protège autant que possible, mais de toute façon elle est condamnée. Quelle violence concentre les objets que nous détruisons? Est-ce que nos objets, nous, que l'on casse tout le temps, c'est pas notre louve Oméga à nous? Est-ce que par hasard, on n'aurait pas besoin de se défouler sur des trucs pour les casser? Et auquel cas, si notre violence, de toute façon, elle doit se déchaîner là-dessus, eh ben, on peut réparer tant qu'on veut, de toute façon, on n'aura pas supprimé les causes de la casse, hein, les causes de la dégradation. Et auquel cas, c'est un petit peu essayer de remplir un tonneau qui se vide en permanence. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est utile? C'est juste une question que je vous pose. À quel point on peut décider qu'on va réparer ce qui est de toute façon condamné au départ? Voilà, je mets juste le nom de René Girard pour ceux qui connaissent la théorie de la violence mimétique, parce que René Girard estime que le bouc émissaire, il concentre
toute la violence de la société. Et en fait, peut-être que nos objets que l'on casse, que l'on achète pour casser, ce sont nos boucs émissaires, et ce sont eux qui concentrent toute notre violence, auquel cas on peut toujours les réparer tant qu'on veut, cette violence ne disparaîtra pas, et cette destruction ne disparaîtra pas. C'est ce que je voulais vous dire. Allez, première leçon, il y a des petites leçons intermédiaires. Réparer, ça coûte cher, on l'a vu à propos du soin, et réparer ne supprime pas les causes de la destruction. Je vous ai dit que dans le principe de non-réparation systématique se posait la question du vivant, je viens de la traiter, se pose la question de la technique aussi. Alors j'aimerais qu'on prenne 2 secondes pour se demander, est-ce qu'il faut réparer la technique cassée? Là je vais réparer ma bouche à sécher et après je vous en parle. Alors, la technique cassée, est-ce qu'il faut la réparer? Alors, il se trouve que la technique, alors je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 fans de Jean Covici dans la salle, mais sans les objets techniques, on perdrait notre pouvoir sur le monde. Hein. La technique nous donne du pouvoir, hein, nous donne un pouvoir qu'on n'aurait jamais eu sans la technique. Et du coup, comme dit l'autre, la question elle est vite répondue, est-ce qu'il faut réparer ce qui nous donne du pouvoir? Oui, la tentation est forte quand même. Hein. Simplement, nous sommes aliénés par la technique, c'est-à-dire qu'on dépend totalement d'elle, nous pensons quelle est la solution à nos problèmes, y compris à nos problèmes posés par la technique. Donc la technique est toujours la solution, et si elle est toujours la solution, il faut absolument réparer la technique, parce qu'elle est ce qui nous permet de dominer le monde. D'ailleurs, même quand la technique détruit, il faut la réparer du coup, ou alors lui substituer une autre technique. La technique est toujours la solution à la technique, parce que la technique, c'est notre puissance, c'est notre pouvoir. Et là, quand on réfléchit bien, les raisons qu'on pourrait se donner de ne pas réparer la technique qui dysfonctionne, on a du mal à les trouver en fait. On est presque sur quelque chose qui est aussi sacré que le vivant finalement. Hein. Voilà, donc on demande à la technique de nous expliquer, ah oui en plus, hein, vous avez un problème, un truc à réparer, tapez Google et demandez comment on fait. Hein. Moi, comme mon sèche-linge est tombé en panne récemment, j'ai demandé à la technique de me dire comment je vais aller réparer la technique. Et en réalité d'ailleurs, ce qui est très important, c'est que la technique ne se répare pas tout seul du coup. Hein. Aucune machine ne s'auto-répare. D'accord, la machine, elle nous aide à réparer la machine. Mais ce n'est pas la machine qui se répare. Et sans nous, les machines s'arrêtent. Il y a un film un peu idiot qui passe en ce moment sur Netflix, mais bon, je passe un bon moment. Je l'ai partagé avec Vincent Mignereau d'ailleurs, qui a pris des notes à fond, il a adoré, parce qu'il y a un moment, un frigidaire dont on se demande d'où vient son énergie, et il avait fait un article sur l'autonomie des systèmes dissipatifs, enfin bref, et du frigidaire. Et donc, ça s'appelle The Electric State, l'état électrique. C'est un film futuriste hein, rempli de robots. Et ces robots, ils vivent tout seuls et ils se réparent tout seuls, etc. On n'y est pas du tout. Hein. On n'y est pas du tout. Hein, on n'a aucune voiture autonome, qu'elle soit faite par l'autre là. Hein, non, il ne faut pas dire son nom. C'est comme le méchant Harry Potter. Il ne faut pas dire le nom. Donc, voilà, qu'elle soit autonome, elle est autonome tant qu'elle veut, et d'ailleurs elle peut même vous allumer des voyants en disant j'ai un problème, elle peut même vous dire voilà un problème, mais c'est pas elle qui va décider d'aller au garage, de rencontrer son copain robot qui va lui réparer son problème pour qu'elle puisse aller reprendre son trajet ordinaire. Donc la technique ne se répare pas toute seule. Je pense qu'on n'est pas au début du commencement de voir la technique se réparer toute seule, elle a besoin de l'humain. Nous sommes les réparateurs de la technique, et par conséquent, la question se pose, jusqu'où déciderons-nous de réparer la technique? Voilà. Et je répète, je suis désolé, je n'ai pas exactement la réponse à cette question, parce qu'elle me paraît un peu vertigineuse. Hein. Et autant pour le vivant, je peux me dire sans trop me déjuger, allons-y, réparons jusqu'au bout, mettons-y tous les moyens qu'on a, même si je pense que ça ne passera pas en termes de ressources, hein, de soigner, avoir le système de soins français généralisé à 8 milliards d'habitants, je pense qu'on n'a pas les ressources pour ça. Mais bon, si on le faisait, ça serait très honorable pour nous. La technique, je ne suis pas sûr qu'il faut qu'on décide qu'il faudra la réparer jusqu'au bout, et si elle dysfonctionne, lui trouver une autre technique pour lui substituer. Alors on y va, 3e et 4e leçon. L'indétermination fondamentale du réparable. Moi, j'ai trouvé ça, je me suis dit, ça fait ça, bon, tu vas dire ça comme ça. Hein, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est réparable est indéterminé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider, et on ne pourrait passer la soirée, on ne déciderait pas, vous et moi, de ce sur quoi on est d'accord qu'il faut le réparer, et de ce qu'il ne faut pas réparer.
Voilà. Je pense que c'est indéterminé et c'est même indéterminable. Je pense qu'on ne pourrait pas être d'accord sur ce qu'il faut réparer. Je ne veux pas faire trop long sur la santé aussi, mais c'est toute la question aussi de l'euthanasie hein, qui se pose la dernière. Jusqu'où on répare les très vieilles personnes très abîmées hein. On a un vrai sujet là-dessus, hein, parce que voilà. Bon, je l'ai vécu récemment, moi, le deuil parental. La question, c'est jusqu'où il faut aider les parents qu'on aime et qu'on aime en vie, hein, et qu'on n'a pas envie de voir partir trop vite, jusqu'où il faut les réparer et les aider, et à quel prix, et surtout à quel prix. Qu'est-ce que ça va nous coûter Donc, les humains, c'est l'autre principe, quatrième principe, les humains ne peuvent réparer que ce qu'ils ont créé, et là-dessus, c'est un petit clin d'œil que je fais aux écologistes qui parlent de réparer la nature. Non, on ne répare pas la nature. La nature, si on lui fout la paix, elle se répare. D'accord si on lui... Mais c'est pas nous qui réparons la nature. Juste petite parenthèse écologiste. Les écologistes scientifiques le disent très clairement, la nature ne se répare pas. Les écologistes politiques ont encore des doutes. Voilà, c'est précise quand tu dis écologiste. Bah, ça c'est sûr. Ne pas mettre tous les écologistes dans le même panier, c'est au prochain vous faire sentir là-dessus. Bien. Donc, alors, du coup, puisqu'il y a une indétermination de ce qu'il faut réparer ou pas, j'ai une autre solution, puisque je suis quand même venu, en étant de bonne volonté, avec la possibilité de proposer des solutions ou des réponses, et vous y avez sans doute déjà pensé, puisqu'on ne sait pas ce qu'il faudra réparer, on n'a qu'à pas détruire. Ok. Voilà, donc, et d'ailleurs, c'est la promesse des médecins hein, dans le serment d'Hippocrate. Première promesse, du latin, ça, du latin. T'inquiète pas, plus personne parle latin. En premier, ne pas nuire, ça veut dire. D'accord ? En premier, ne pas nuire, c'est la promesse que font les médecins, c'est-à-dire s'ils agissent pour essayer de réparer ou de guérir le malade, la première chose qu'ils doivent faire, c'est rien qui l'abîme plus. Voilà, c'est le minimum. D'accord hein, ne rien faire qui abîme. Voilà. Et donc, ça serait ça notre principe, ça serait se copier sur les médecins et dire au moins quand on fait un truc, on essaye de pas détruire. Voilà, oui, sauf que le principe social, c'est pas celui des médecins, c'est celui des faiseurs d'argent. Hein. Et alors ça, c'est du latin de cuisine. C'est moi qui l'ai inventé, ça doit pas matcher en latin. Mais primum profitare, tout le monde comprend. En premier, profiter. D'accord ? Et c'est ça notre principe. Et donc, c'est pas un principe de réduction de la destruction. Alors c'est vrai que quand vous écoutez certains écologistes, on va mettre certains au début, avant écologistes, chaque fois, en particulier ceux qui sont dans l'utopie décroissante, hein, ils vous disent voilà, on va décroître et puis après on va s'installer dans la post-croissance. Et à ce moment-là, on aura supprimé tout ce qui détruit. Voilà. Hein, l'idée, c'est que la post-croissance, ça va minimiser les dégâts et les destructions. Et c'est comme ça qu'on va, non pas réparer le monde, mais arrêter de l'abîmer. C'est un super projet. Donc on aura moins de voitures ou plus de voitures du tout. D'accord ? Du coup, on aura moins de blessés, ou pas de blessés du tout de voitures, s'il n'y a pas du tout de voitures sur les routes. Et du coup, on aura moins besoin de consacrer des ressources aux soins. Ça nous coûte, voilà, on va économiser toutes les ressources que l'on consacre aux soins qui sont liés à cette destruction. Ou alors, on va mettre moins, ou plus du tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis moins, j'aurais dû mettre plus, je ne suis pas très courageux. Plus de voitures, plus de pesticides, plus d'écrans. Okay, plus de pesticides, donc plus de cancer, donc plus de perte de ressources humaines et de ressources que l'on met à guérir les cancers, parce que Dieu sait qu'on y met des ressources et qu'évidemment, on a dit, on peut pas ne pas le faire. Plus d'écran du tout, ça serait moins de diabète et de myopie. Alors il se trouve que depuis peu de temps, je milite activement, je suis enseignant en lycée dans une association de professeurs qui veulent tout faire pour qu'on arrête avec les dégâts des écrans. On a quelque chose qui abîme le monde et qui détruit le monde et qui détruit nos enfants physiquement, ça les détruit psychologiquement, ça les détruit, ça détruit la possibilité de les éduquer. Je suis bien placé pour vous en parler. Et donc effectivement, si on n'avait plus d'écran du tout, on n'aurait plus tous les dégâts des écrans, on n'aurait plus toute la comorbidité qui s'installe autour des écrans. Et là, pour le coup, plutôt que de chercher, comme on fait en ce moment, à réparer, hein, vous avez une médecin qui s'appelle Sylvie Diosica, qui a sorti L'enfant écran, et elle est pédiatre, et elle répare des gamins totalement abîmés, déconnectés du réel. Ils n'ont plus le sens de la 3D, parce que tout est en 2D sur l'écran, donc ils ne montrent plus, ils ne désignent plus les choses,
voilà, il n'y a plus de 3D, il ne regarde plus les adultes dans les yeux, et puis le langage ne se développe pas, et l'intelligence non plus. Enfin, c'est une catastrophe. Ils ont des troubles qui ressemblent à l'autisme. Attention, il faut dire pour les parents d'enfants autistes que l'autisme est une maladie génétique, biologique qui a ses fondements, mais ces enfants-là, qui sont détruits par nos écrans, ils finissent par avoir tous les troubles que l'on peut assimiler à de l'autisme, même si la bonne nouvelle, c'est que si vous supprimez l'écran définitivement d'un jeune, au bout de quelques temps, il se répare très facilement. C'est un peu comme ce que je disais, que la nature, elle est extraordinaire, vous lui foutez la paix, et elle reprend ses droits. C'est pareil pour les enfants. Question que je pose quand même, et je suis désolé de casser le moral de tout le monde à chaque fois, c'est combien de temps il nous faudrait pour arrêter de détruire rien que ça? Vous imaginez que vous serez encore là, vous, quand on verra ça? Moi, j'approche les 60 ans, je ne suis pas sûr que je verrai un monde sans voiture, sans pesticides et sans écran. J'en sais rien, j'aimerais bien. Donc, eh ben, on se retrouve avec une nouvelle indétermination fondamentale. C'est l'indétermination de ce qui ne doit pas être détruit. D'accord. Et là, on ne sait pas trop, effectivement, parce qu'il va falloir quand même garder des choses, hein, et faire des choses, donc détruire un petit peu. Mais il y a des choses qu'on va pas détruire, et puis il y a des choses qu'on ne va pas faire pour éviter d'avoir à les réparer. Mais ça, on pourrait y passer toute la nuit, je ne suis pas sûr qu'on tomberait d'accord sur ce qu'il faut qu'on garde, parce que ça vaudra le coup de le réparer après. Allez, on passe au troisième principe de la réparation, c'est de prendre le temps. Troisième principe de la réparation, c'est prendre le temps de la réparation. Pourquoi prendre le temps de la réparation? Parce qu'à chaque fois qu'on gagne du temps, on perd des ressources. Prendre le temps de la réparation pour éviter ce qu'on appelle le fameux effet rebond. Allez, je vais faire mon prof d'économie 2 secondes. Hein. L'effet rebond, c'est l'idée que toute ressource qu'on économise est systématiquement dépensée pour autre chose, et donc elle justifie une plus grande dépense encore. Ça a été théorisé au XIXe siècle par un économiste appelé Stanley Jevons, et qui avait remarqué que depuis que les machines consommaient moins de charbon, les machines à vapeur, eh bien on ne consommait pas moins de charbon. Mais on avait plus de machines qui consommaient moins de charbon, donc on consommait plus de charbon. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on économise une ressource, qu'on trouve un système efficace et économe en ressources, eh bien ces ressources en fait sont systématiquement consacrées à autre chose. Tiens, j'ai oublié son nom, mais il y a un gars qui a sorti, un gars de l'université de Lyon, qui a sorti un bon bouquin là-dessus, sur le... Ah, c'est pas sur l'effet rebond, ça y est, j'ai perdu son titre, c'est pas grave, mais il parle de tous les effets rebonds, et en partie, lui c'est dans les transports par exemple, à chaque fois qu'on gagne du temps sur le transport, eh bien les gens s'en servent pour autre chose, et donc non pas pour économiser sur des ressources, mais pour dépenser leurs ressources à autre chose. Hein, si vous arrivez à faire que, je sais pas, quelqu'un qui dépensait beaucoup dans sa voiture, il passe au transport en commun, il économise, mais il va faire quoi de cette économie? Il ne va pas brûler ses billets économisés, hein, il va s'en servir pour prendre l'avion pour aller à l'autre bout de la planète. Et du coup, tout ce qu'il aura économisé comme ressources de transport polluantes, eh ben, il les aura dépensées ailleurs. Donc en réalité, à chaque fois qu'on est efficace, et ça c'est le drame du système productiviste, ou productif, j'hésite entre les deux, le drame du système productif ou productiviste, hein, c'est-à-dire qui cherche absolument à produire plus, c'est qu'il est de plus en plus destructeur à cause de l'effet rebond. Voilà, donc la réparation d'ailleurs peut être un prétexte à une hausse croissante des destructions, c'est pas tout à fait l'effet rebond, mais ça va avec, c'est-à-dire que les gens vont dire « Oh, ben, de toute façon, je peux bien casser le truc, je m'en fous, c'est réparable ». Alors, auquel cas, vous n'avez rien gagné à l'idée que parce que la chose est réparable, hein, vous allez économiser. Ben non, au contraire, vous risquez d'être moins attentif à l'entretien de cet objet. Tous les critiques de la croissance sont d'accord là-dessus. Hein, la productivité, l'efficacité, finalement, nous encourage à consommer plus, à détruire plus. Alors, tout ça, ça détruit plus, sauf si on prend le temps de réparer. D'accord. Et là, si on prend le temps de réparer, c'est-à-dire, on peut même retarder le remplacement à neuf, hein, et dans ce cas-là, ça sauvegarde des ressources. Le temps consacré par le réparateur est perdu pour toute autre utilisation marchande. Pendant que je passe des heures à réparer mon sèche-linge, ben, je ne suis pas en train de faire autre chose, et de consommer autre chose, et donc de détruire autre chose. Okay. Donc,
messieurs, dames, soyez réparateurs et prenez votre temps. Cool. D'accord? En plus de ça, il est possible que pendant que vous réparez calmement, prenant le temps, en attendant que la pièce de rechange arrive, etc., vous n'allez pas utiliser votre matériel. Donc vous n'allez pas non plus détruire des ressources. Par exemple, si ma télévision, je vais amener à réparer et que ça me dure 15 jours, eh bien, je ne peux pas m'en servir, je ne peux pas regarder des vidéos en streaming, et du coup, je détruis un petit peu moins l'économie globale et l'environnement global. Donc voilà, la réparation, c'est un moment qu'on pourrait prendre pour s'empêcher de détruire. Et c'est là que je pense que, franchement, et je vous ai dit que je n'avais pas de réponse, mais plus j'y réfléchis, plus je pense que la réparation est une bonne chose. Et je vous dirai dans 2 secondes, il ne faut pas que ce soit un marché de la réparation, mais si on fait de la réparation soi-même, de façon non marchande, là, il y a une solution intéressante pour calmer notre prédation et notre destruction du monde. La réparation, en plus, ça donne du sens au temps de nos activités humaines, parce que le jour au jour est réparé mon sèche-linge. Je peux vous dire que mes relations conjugales s'amélioreront mais moi, je vais prendre le temps. Et puis, je peux pas, je suis en train de faire des trucs, des conférences, pas tout faire. Voilà, donc en prenant le temps de réparer, on réduit le temps d'user et le temps d'abîmer. Je vous informe que ça s'appelle l'effet des bonds, c'est pensé par des penseurs de la décroissance, un qui s'appelle François Schneider en particulier, et qui avait montré que toute ressource que l'on dépense pour économiser des ressources ne le sera pas pour autre chose. D'accord? Et qu'en réalité, et la ressource dont je parle le plus, c'est le temps. Hein. Tout le temps que vous consacrerez à réparer des choses, vous ne le consacrerez pas à détruire autre chose. Et de ce point de vue-là, l'effet des bonds, c'est plutôt pas mal. Donc allons-y, réparons, mais qui va piano, va sano et tout le bazar. Principe numéro 4. Alors, je vous l'ai annoncé il y a quelques minutes, il faut refuser absolument la réparation marchande. La réparation marchande, c'est une arnaque. C'est un marché d'ailleurs qui cumule toutes les défaillances connues en économie. Les défaillances de marché sont connues dans les cours d'économie. Ce sont des asymétries d'information. Ça veut dire qu'il y en a un des deux qui a une info que l'autre n'a pas. En général, c'est le réparateur qui a l'info. Il sait si c'est réparable ou pas. Et il sait à quel prix peut vous le réparer ou pas. Il va vous faire payer le prix. Il va réparer 12 pièces alors qu'il n'y en a qu'une qui méritait d'être réparée, donc il va en rajouter des tonnes. Il ne va pas faire la réparation à l'économie, il est marchand. D'accord? Il va profiter du fait qu'il a des informations que vous n'avez pas. C'est la logique d'un marché défaillant à cause des asymétries d'informations. Les clients sont captifs sur le marché de la réparation parce que je ne sais pas réparer, je fais appel à quelqu'un qui sait réparer et c'est lui qui va me dire. Et puis ça crée des aléas moraux. Alors je ne vais pas en faire trop long. Aléas moraux en économie, ce sont des mauvaises incitations. À partir du moment où la réparation est marchande, je n'incite pas le marchand à me réparer au moins cher. Vous en connaissez peut-être un ou deux de ces réparateurs de quartier qui savent vous le faire pour pas cher, etc. Mais il n'y a pas mieux que le Repair Café, où c'est des gens qui vous font ça gratuitement, et on en parlera tout à l'heure, et qui vous offrent autre chose en plus que la réparation, c'est-à-dire du lien social, etc. Mais le marché de la réparation, c'est une catastrophe, même si au départ, les premiers objets qu'on nous a vendus étaient réparables. J'ai découvert, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un post ce matin dessus, un bouquin de Vance Packard. Vance Packard est un Américain qui, en 1960, sort un bouquin qu'on a traduit en français par l'art du gaspillage et qui s'appelait en anglais The Waste Makers, les faiseurs de déchets. Et les faiseurs de déchets, pour Vance Packard, c'était les Américains. 1960, il fait un bouquin qui se vend, mais qui est un best-seller, et dans lequel il dit « Nous avons construit la civilisation des fabricants de déchets. On fait des trucs pour les balancer. » On fait des choses pour les casser, pour les détruire et pour les balancer. Mais au départ, alors il en parle dans son bouquin, au départ c'était pas tout à fait vu comme ça. À l'époque où tout le monde n'avait pas de voiture, les premières voitures Ford, la fameuse Ford T, elle était entièrement réparable. Et Ford fournissait une trousse de réparation et d'outils de réparation pour la voiture en même temps que la voiture. Elle était faite pour durer longtemps. Mais parce que tout le monde n'en avait pas, et que l'idée c'était de la vendre aussi à des ouvriers qui n'avaient pas forcément des enfants, de classe moyenne plutôt, qui n'avaient pas forcément des moyens extraordinaires, qui mettaient ça dans la voiture et qui faisaient très attention et qui la réparaient. Au départ c'était comme ça. Et puis après, les marchands se sont lâchés et ils ont compris qu'en réalité, donc ça
c'est une citation des manufactures électriques en 1956, le consommateur est prêt à acheter un appareil pour s'en servir pendant 2 ou 3 ou 5 ans et le remplacer ensuite par un autre modèle neuf, donc vraisemblablement meilleur, on en reparlera. Ils ont inventé l'obsolescence à ce moment-là. Mais le consommateur n'admettra pas cette limitation s'il ne doit pas dans cette période avoir la charge et le souci des réparations. Donc les constructeurs se sont dit la réparation c'est pas bien, ou alors il faut qu'on se débrouille pour qu'elle soit difficile à faire et que ce soit nous qui la fassions. Voilà, donc ils ont inventé, et ça c'est Vance Packard qui en 1960, on a l'impression qu'on découvre l'obsolescence programmée là. Et quand on en parle, on dit ah tiens ils ont inventé, non en 1960, si je compte bien ça fait 65 ans. D'accord, il y a 65 ans que l'on sait, et ça a été vendu en des millions d'exemplaires aux États-Unis et en France et ailleurs, qu'il y a une obsolescence fonctionnelle qui est entretenue par les constructeurs de biens, d'accord, et selon laquelle un produit ancien ne fonctionne pas aussi bien qu'un produit neuf. On sait très bien que nos téléphones, au bout de 5, 6 ans, ça ralentit, ça marche moins bien, et on nous a convaincus, on nous a... voilà, on nous fait la démonstration que le produit neuf, l'intérêt c'est comment il va mieux marcher que le produit ancien. L'obsolescence de qualité, hein, c'est l'idée que le produit, forcément, il va perdre en qualité au fil du temps, et puis surtout il va perdre en désirabilité au fil du temps. Hein. On va moins l'aimer. On l'aimait quand il était tout nouveau, tout beau, c'est comme les nouveau-nés, hein, puis après on les aime moins. Non, c'est pas vrai. Ça marche pas, comme comparaison, on annule. Ah oui, d'ailleurs, c'est intéressant ça, il faudrait y réfléchir à cette obsolescence de désirabilité, parce que je pense qu'il y a quelques objets qui gagnent en désirabilité avec le temps. Et là, il faut que j'en parle, je suis désolé, mais j'ai cassé mes lunettes en prenant le train pour venir ici. Et donc je voulais absolument en parler parce que c'est le drame de ma vie, j'adore ces lunettes. Et elles sont cassées, j'ai essayé chez Théo de les réparer, impossible de réparer ce plastique hein, qui fond avec n'importe quel colle, et voilà. Et là en fait, là-dessus il n'y a pas d'obsolescence de désirabilité, plus j'avais ces lunettes parce qu'elles sont chargées de tous mes souvenirs des années où je sais où je les ai achetées, avec qui, pourquoi, quel moment je les ai mises, tous les compliments qu'on m'a fait quand on m'a vu avec les lunettes. Elles portent plein de choses. Donc l'obsolescence de désirabilité, oui, pour beaucoup d'objets, en particulier les objets technologiques, hein, qui effectivement on les désire moins quand ils commencent, justement parce qu'ils commencent à être moins bons, donc on les désire moins. En revanche, il y a certains objets, et ça serait intéressant d'y réfléchir, à ce qu'on pourra inventer une économie dans laquelle tous les objets sont plus désirés, on s'attache plus à nos objets au fur et à mesure qu'on les a et que le temps passe et qui sont chargés de nos souvenirs. En tout cas, on a tout fait pour qu'on ne puisse pas réparer. J'ai mis pour éviter de dépendre des réparateurs, mais on a tout fait, l'industrie a tout fait pour qu'on ne puisse pas réparer. En particulier les notices des objets, vous ne les trouvez plus. À un moment sèche-linge, c'était compliqué. Les pièces de rechange sont chères, sont difficiles à changer, difficiles à obtenir. Les produits sont complexes et finalement, le meilleur produit hein, qui existe, c'est celui qui est le plus complexe possible et qui coûte le moins cher possible, le téléphone. C'est la meilleure illustration de ce que c'est qu'un produit pas réparable. Et il y a encore une époque où on pouvait même les batteries les changer un peu. Maintenant, on ne change quasiment plus rien. On attend qu'ils perdent en fonctionnalité, en désirabilité, et puis on en achète un neuf. Voilà. Alors, à propos du marchand et du non-marchand, j'aimerais vous dire un truc. C'est sympa, là, j'ai pris oui, c'était bien. Voilà, ben oui, parce que oui, il peut transporter des gens contre de l'argent. Vous savez, il est obsédé par le pognon. Moi, je montre oui à mes élèves, quand on fait les valeurs marchandes, ils ne pensent qu'à gagner du pognon, ce gars. Mais c'est anglais, hein, c'est très dans la culture anglaise, son boulot, c'est de gagner de l'argent. Il y a toujours des problèmes d'argent, voilà. Donc c'est fait pour apprendre aux enfants que l'argent, ça se gagne en travaillant, et puis il fait des gros efforts, puis à la fin de la journée, il est fatigué, mais il est tout content parce qu'il a gagné une pièce, etc. Mais de temps en temps, il promène son copain, petit rond. Et ça, il le fait gratuit. D'accord? Donc c'est du non-marchand. Et il y a des économistes qui vous disent que la voiture roule gratuitement pour le copain ou en payant, c'est la même chose. Eh ben non, je ne suis pas d'accord. Le marchand et le non-marchand ne sont pas équivalents, parce que si il roule avec elle, il va aller vite, il va se dépêcher parce qu'il sait qu'il a une autre cliente ou un autre client qui l'attend derrière, il va essayer d'être efficace, d'être efficient, et il va faire de la croissance économique parce qu'il va vouloir faire rentrer de l'argent. Alors que s'il est avec son pote, ils vont prendre les chemins de traverse, ils vont perdre du temps, et je vous répète que la bonne solution, si on veut décroître un peu, si on veut abîmer moins le monde, c'est vraiment de prendre le temps. Je crois que s'il y a une leçon à tirer de ma conférence de ce soir, ça sera celle-là. Alors oui, le réparateur marchand, lui, il a un intérêt à ce que vous répariez pas trop.
D'accord? Alors là, je vais prendre un contre-exemple parce que, et je vais leur faire la pub, j'ai réparé mon lave-vaisselle grâce à une offre faite par le magasin Boulanger et qui me proposait pour 39 € de m'appeler en visio, que je leur montre mon appareil, je leur montre la panne et qu'ils me disent comment on répare. Eh bien moi, monsieur Latreille, j'ai changé, j'ai enlevé le noyau du pruneau qui coinçait je sais pas quoi, là, le filtre, je sais pas quoi, je sais même pas comment ça s'appelle, mais je l'ai trouvé, j'ai réussi à l'enlever. Je crois que j'ai un peu forcé à un moment, il m'a dit « Ah, c'est peut-être cassé ». Bon, mais en fait non, a priori ça fuit pas, j'ai réussi à enlever le pruneau, à le remettre, et pour le moins cher possible, effectivement, j'ai réussi à réparer. Donc le marchand n'a pas toujours forcément, il m'a pas dit, le gars au téléphone, laissez tomber, vous n'y arriverez pas, allez en racheter un à 300 balles dans notre magasin, il y a des bonnes promos en ce moment. Il m'a montré, il m'a appris, et ça a plutôt bien marché. Alors évidemment, c'est, bon, il faut bien que tout le monde vive, hein, et donc ils ont un peu gagné leur vie, mais quand je dis que le marchand pousse à la consommation, là j'ai trouvé un exemple d'un magasin qui, voilà, qui je trouve fait quelque chose qui est tout à fait honorable de leur part, parce qu'ils n'ont rien à gagner, et le gars c'était pas facile. Hein. Vous dire, mais je vois rien, il disait, mais montrez, mais voilà, mettez le téléphone ailleurs, enfin, vous auriez vu, c'était quand même assez croquignolesque, et j'ai réussi à la fin, jusqu'à présent, ça tient, ça fuit pas, et la réparation est bonne. Et ils vous disent que c'est économique, hein, d'accord, et que c'est écologique, et ils ont raison. Ils ont raison. Ça, ce système-là, c'est un système de réparation qui ne pousse pas à la consommation, mais c'est vrai que si vous laissez faire naturellement hein, les producteurs, ils vont pas vous pousser là-dessus. D'ailleurs, qui savait qu'on pouvait faire ça? Oui. Donc c'est quand même pas encore... alors que tout le monde sait qu'on peut trouver un Repair Café quelque part et éventuellement se faire aider pour réparer. Et en revanche, les marchands ne font pas la pub de ce truc-là parce qu'ils ne gagnent rien. Ça, franchement... Oui, ça nécessite des réseaux. Pardon? Ça nécessite des réseaux, du matériel informatique. Ah oui, alors oui, ça n'a pas pu fonctionner il y a 5 ans en arrière. Exactement, et puis ça ne consomme pas rien. Cette obsolescence d'usage, ouais. Il se rajoute même aux fonctionnaires. Oui, tout à fait. Voilà, donc on tire quelques leçons supplémentaires, il faut réparer soi-même, on est d'accord, et il faut prendre le temps de réparer, enfin j'espère qu'on est d'accord, sinon vous me le direz, tout à l'heure on en discutera autant de temps que vous voulez. Dernier principe, il y avait 5 grands principes de la réparation, eh ben, il faudrait quand même qu'on commence par faire des choses qu'on peut réparer. Je viens de dire qu'effectivement, le smartphone par définition, c'est le truc qui est fait pour ne pas être réparable. Si on veut aller vers un monde où on peut réparer, et on répare plus, donc on limite la destruction. Voilà. Or, alors il y a un gars qui s'appelle Olivier Amand qui en ce moment fait beaucoup parler de lui, il parle de performance et de robustesse en faisant des analogies entre ce qui se passe dans le monde vivant et ce qui peut se passer dans le système économique. Je n'ai pas le temps de trop le développer, mais c'est très intéressant. Vous pouvez lire je sais pas quoi, le vivant, un truc, sur le vivant, le premier, et puis là il vient de sortir l'entreprise robuste, voilà. Et il nous explique, Olivier Amand, que nos systèmes technologiques hyper développés sont en réalité très performants, mais très fragiles. Il suffit qu'un petit truc se grippe dans un système aussi compliqué que le nôtre pour que tout s'arrête et tout dysfonctionne. Et donc ça, c'est pas robuste. Il dit dans le vivant, parfois, le vivant n'est pas très efficace, mais il résiste à tout. Hein, il est robuste. Donc ça c'est très intéressant, c'est un modèle qui mérite qu'on se penche dessus. Et d'ailleurs, il dit il ne parle même pas de complexité, parce que la complexité ça peut être intéressant, parce que c'est un ensemble qui est cohérent, etc. Mais là, il parle vraiment de complication. Alors, on est dans un système qui complique les processus et qui nous empêche de réagir et de nous approprier les systèmes, puisqu'effectivement un système compliqué, personne ne peut se l'approprier, personne ne peut le réparer, etc. Donc voilà, il y a un truc intéressant à faire du côté des produits réparables. Je n'ai pas le temps de développer, on est là depuis un petit moment, il faut que j'aille au bout de ma conférence, mais c'est vraiment quelque chose qui mérite qu'on y réfléchisse. Attention, ne pas faire non plus des choses trop facilement réparables, à cause de ce que je disais tout à l'heure, des gens qui vont dire mais je peux le casser puisque de toute façon je pourrais le réparer. Donc il faut que ce soit réparable un peu, mais pas trop, que les gens l'entretiennent bien, les produits qu'ils ont. Donc il y a toute une question à se poser sur quel niveau de réparabilité il faudrait qu'on ait dans les objets qu'on consomme. Allez, deuxième partie qui sera beaucoup plus courte que mes 5 premiers principes. Quels effets la réparation a-t-elle sur le monde? Première chose, est-ce que la réparation
étudie des nouvelles, et là, vous voyez, abracadabra, apparaître notre ami Vincent Mignereau, qui vient de sortir une vidéo qui s'appelle « Être humain et protéger la nature ». Y a-t-il une contradiction? Et dans cette vidéo, Vincent dit que la destruction, ça n'est pas un nouveau rapport au monde, c'est le mode opératoire ordinaire du vivant. Je vous traduis en français de tous les jours. Ça veut dire qu'à chaque fois que le vivant avance, il détruit quelque chose pour produire autre chose. Ah oui. On n'est pas dans Harry Potter ou Mary Poppins, on claque des doigts, ça apparaît. Pour que quelque chose apparaisse, soit créé, il faut que quelque chose disparaisse. Et ça, c'est juste quand même ce principe-là de base que je voulais vous rappeler, parce que ça a des implications énormes. Il y a un syllogisme de la réparation que je vous propose. Créer, c'est détruire, c'est ce que nous dit Vincent Mignereau. Réparer, c'est créer quelque chose de nouveau. Donc réparer, c'est détruire. Ça s'appelle un oxymore, mais il est vrai, réparer, c'est quand même un petit peu détruire. C'est peut-être moins détruire que refaire à neuf, d'accord? Mais c'est toujours détruire. Hein, j'ai commencé la conférence en vous disant la réparation, elle est présentée comme l'action formidable par excellence. Hein, c'était un ordre parental et biblique de réparer tout ce qu'on peut réparer. N'empêche que réparer, c'est détruire. Il faut quand même qu'on se le dise. Je suis désolé de ne pas être le porteur de que des bonnes nouvelles. Alors que le capitalisme détruit, ça on le sait. Hein. On sait que le capitalisme détruit, mais il se distingue non pas par le fait qu'il détruit alors que les autres systèmes ne détruiraient pas. Tous les systèmes qui créent quelque chose, hein, le système de la production agricole dans une société féodale, par exemple, elle produit en détruisant des choses. Elle transforme de l'acier, du bois, des choses en outils, et à chaque fois qu'on produit un truc, on détruit. Mais la particularité du capitalisme, c'est sa puissance et sa capacité, effectivement, à détruire quand il crée. La destruction capitaliste, elle est, là aussi on peut reprendre les analyses de Jean Covici, hein, elle a comme particularité la production capitaliste d'être plus destructrice que toutes les autres parce qu'elle est plus puissante que toutes les autres. Voilà. Donc on détruit dans des proportions inédites. Par conséquent, le capitalisme nous piège en exigeant qu'on mobilise autant de puissance que lui pour réparer, donc pour détruire. Ben oui, le capitalisme produit, il nous dit réparer. Donc le capitalisme produit en détruisant, et puis il nous dit allez, rajoutez un petit peu de destruction en réparant ce que nous on a mal fait ou ce qu'on a détruit. Donc voilà, à ce petit jeu, en fait, le capitalisme aura le dernier mot, hein, puisque c'est toujours lui qui produira plus que les autres, et nous on sera derrière à courir, à essayer de réparer ce qu'on ne peut pas réparer. On ne peut pas réparer autant que le capitalisme détruit. Voilà. Alors, pour ceux qui ont fait des études d'économie ou pas, deux petits économistes, enfin trois grands économistes, Schumpeter et Marx. Schumpeter, c'est le penseur des innovations, et il a inventé cette idée de destruction créatrice. Il a dit que le système capitaliste, il fonctionne parce qu'en permanence, les innovations détruisent les structures anciennes pour les remplacer par des nouvelles plus efficaces. Et c'est comme ça qu'on fait de la croissance économique. C'est un penseur de la croissance économique. Et puis Marx, il avait bien compris, il avait écrit au début du manifeste du Parti communiste, hein, que la bourgeoisie, elle joue un rôle révolutionnaire, hein, et cette révolution consiste à détruire tout ce qu'elle... Tout ce capitalisme, on est tous trempés dans les eaux glacées du calcul égoïste, mais en fait, on est surtout tous poussés à détruire comme aucun autre système nous avait poussé à détruire. Voilà, donc je voulais juste faire ce petit point sur le fait que réparer, c'est aussi détruire, et que du coup, ça ne règle pas tous nos problèmes, qu'on ne peut pas sortir ce soir et se quitter en disant « Génial, il a trouvé comment on va faire pour réparer le monde », il nous a dit qu'il se de réparer. Ben non, c'est pas... voilà. Et comme on ne sait pas trop ce qu'il faut réparer et combien il faut qu'on y mette de ressources, on va repartir quand même avec beaucoup de questions. Allez, on va arriver tranquillement vers la fin. Je reparle de mon petit PIB. Réparation et PIB. La réparation non marchande ferait baisser le PIB parce qu'elle évite la réparation marchande et elle évite le remplacement à neuf. Donc évidemment, la question, et en fait c'est la question que je me suis posée parce que dans mon bouquin sur le PIB, je dis qu'il faut garder le PIB, qui est critiqué par un grand nombre d'écologistes,
défenseurs de la décroissance et qui disent que la croissance est à cause du PIB. Ben non, c'est pas à cause du PIB. De même que le réchauffement climatique, c'est pas la faute à votre thermomètre. C'est pas les degrés, c'est pas la mesure du problème qui est la cause du problème. Le PIB est la mesure de notre problème, et le sous-titre de mon bouquin, c'est que c'est la mesure de notre démesure. C'est la mesure de notre capacité à détruire. Auquel cas, moi je propose qu'on le garde bien précieusement, ce PIB, mais qu'on décide de le faire baisser. Et apparemment, il semblerait que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un gars qui a décidé que ça va aller baisser, et qui est de ce point de vue-là, c'est bizarre, hein, et je ne veux pas le complimenter, mais peut-être que voilà, certaines décisions vont peut-être aller dans un sens que je souhaite, mais pas avec les dégâts et pas forcément de la façon dont c'est organisé en ce moment, mais qui serait la baisse du PIB. Parce que, je répète, toute activité supplémentaire marchande se fait forcément au prix d'une destruction. Donc si on veut moins détruire, et quand j'ai réfléchi à cette histoire PIB en disant à la fin il faut le faire baisser, j'ai arrêté le bouquin au moment où j'allais dire comment il faut le faire baisser. Je n'ai pas proposé de solution dans mon bouquin, et c'est depuis que je me suis dit mais il faut que tu proposes une façon de faire baisser le PIB. Ben, il y en a une, si on réparait de façon non marchande, ça ne serait pas dans le PIB, ça nous prendrait beaucoup de temps, et en réalité c'est ce qui nous consommerait le moins de ressources, et c'est sans doute ce qui ferait vraiment baisser le PIB, c'est-à-dire garder des produits pendant 20, 30, 40, 50 ans, et les réparer, c'est-à-dire faire au minimum possible de la destruction, et je répète que la condition, il faudrait encore que ces produits, on les désire aussi longtemps qu'on veut les garder. Voilà, donc on peut tirer les dernières leçons, ce sont les dernières. Un PIB sans destruction ni réparation, c'est impossible de toute façon. Donc n'inventons pas et ne cherchons pas à fantasmer un PIB dans lequel il n'y aura pas de destruction, qui ne mesurera pas destruction. Et je répète, il ne mesure pas les destructions, il mesure les réparations. Mais de toute façon, des destructions et des réparations, il y en aura toujours. La question, c'est est-ce qu'on peut faire qu'il y en ait moins, hein, et est-ce que le PIB, ou que le système marchand, peut nous encourager à ce qu'il y ait de moins en moins de destruction. Le but n'est pas de rendre le PIB inoffensif, c'est de le réduire pour le rendre le moins impactant possible. Allez, il nous reste, pour terminer, quelques inconvénients de la réparation, parce qu'il y en a encore, je n'ai pas cité. Si on arrête de réparer, si on se met qu'à réparer, et qu'on ne fait jamais de neuf, on n'avancera plus dans la technologie, ça c'est vrai, il faut qu'on assume ça. Hein, si on veut, et si on pense que c'est ça la bonne réparation du monde, on va bloquer les évolutions technologiques. On peut en discuter ce soir au repas, hein, ce qu'il faut pas, il y a des bons arguments pour, et il y a des bons arguments contre, ok. L'inconvénient de la réparation, c'est que ça assèche le marché de la seconde main. Et quand même, le marché de la seconde main, il est intéressant, c'est-à-dire que, alors, je ne voudrais pas faire la promo de la théorie du ruissellement, mais il y a quand même un ruissellement matériel qui fait que dans beaucoup de populations, on récupère les objets cassés des riches. Et bien c'est toujours ça qu'ont un grand nombre de pauvres. Voilà, moi quand j'ai vendu ma 406 Peugeot, je sais qu'elle est partie en Afrique direct, d'accord, et que quelqu'un en profite et qu'elle me tourne encore, ça fait 20 ans que je l'ai vendue. Voilà, donc le fait que je n'ai pas réparé ma voiture et l'ai changée pour une neuve, ben, ça peut aussi permettre à d'autres de profiter de ces objets anciens, et eux peut-être qu'ils pourront s'en servir et les réparer. Donc si j'avais gardé cette voiture et que je la réparais tout le temps, ben, je priverais peut-être quelqu'un de la possibilité de profiter de cet objet. Je répète, c'est ce que les libéraux appelaient la théorie des ruissellements, c'est qu'ils disaient quand les riches sont riches, au bout d'un moment leur richesse elle fleuve sur les pauvres. Bon, ça, en termes de richesse monétaire, c'est très moyen comme théorie. Il y a Stiglitz qui a montré que c'était plutôt l'inverse, que les riches étaient ceux qui savaient le mieux faire remonter les pauvres vers leur portefeuille. D'accord? Donc, bon, la théorie du ruissellement, j'y crois pas trop, mais une sorte de ruissellement des objets vers des gens qui, à la fin, récupèrent. On le sait, hein, moi, quand j'ai malheureusement jeté une grande partie des affaires de maison familiale que j'ai vidées, j'ai apporté, on a sauvé tout ce qu'on a pu, on l'a donné. Voilà, et puis à un moment, il a fallu quand même faire un ou deux camions qui partaient à la déchetterie, mais je savais que juste après moi à la déchetterie, il y a des gens qui passaient avec des camions parce qu'ils avaient repéré qu'on était là et qu'ils venaient récupérer. Donc oui, il y a une sorte d'effet de ruissellement de ce qui est jeté et pas réparé et pas entretenu vers d'autres. Donc si on réparait trop, on arrêterait ça, on empêcherait le ruissellement physique des richesses, des riches vers les pauvres. Et puis, dernier inconvénient de la réparation, c'est que ça maintient le système en état de marche finalement. Hein. Si on se mettait à dire génial, on a trouvé la solution pour arrêter la croissance, et ben on va tout réparer, donc on va garder le système tel qu'il est. Hein, c'est pas en réparant le monde qu'on va changer
notre monde hyper productif, c'est-à-dire la réparation, elle ne vous interdit pas d'avoir une machine à laver le linge, la vaisselle, le sèche-linge, le machin, la voiture, une voiture chacun, etc. La réparation ne vous interdit pas ça. Au contraire, presque, elle vous dira, ben, j'ai plein de choses, mais c'est pas grave, je les répare moi-même. Je suis quand même économe, vous voyez. Donc il y aura un espèce d'effet rebond qui fait que la réparation, ça peut aussi être vu comme un mécanisme qui maintient le système en l'état et qui ne le révolutionne pas complètement. Allez, on conclut. On conclut comment? On conclut en se demandant est-ce qu'on saura réparer tout ce qu'on a détruit? Alors là, non. Hein. Non, 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 j'ai fait la liste au début. On ne réparera pas tout ce qu'on a détruit. D'accord? On ne peut pas rendre au monde ce qu'il nous a donné pour nous permettre d'être vivants, de toute façon. Hein. Bon, je ne parle pas du temps qu'on n'est pas réparable, mais on ne pourra pas réparer tout ce qui a été détruit par notre système productif depuis un siècle et demi de révolution industrielle. Donc, il faut choisir parmi tout ce qui est réparable, ce qui méritera d'être réparé, c'est-à-dire ce qui mérite qu'on détruise quand même quelque chose pour prolonger son existence. Et ça, c'est vraiment la conclusion. Il faudrait vraiment qu'on réfléchisse ensemble, démocratiquement, à ce qui mériterait d'être réparé et puis s'y mettre. Alors, pour qui on répare? C'est une autre dernière question conclusive qui est sympa. On répare quand même. Est-ce qu'on répare pas un peu pour soi-même? Est-ce qu'on répare pour les autres? Est-ce qu'on répare pour apprendre aux autres à réparer? La réparation crée du lien, donc terminer sur vraiment toute une série de choses qui sont vraiment la belle dimension de la réparation. Et quand je disais que bibliquement réparer, c'est pardonner, etc., c'est retrouver les autres en fait. Donc il y a quand même de très 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 belles choses dans la réparation et parmi toutes nos activités sociales, j'ai beaucoup plus d'admiration pour les gens qui réparent que pour beaucoup d'autres personnes. Alors pourquoi réparer? Le monde, je l'ai dit, est trop abîmé pour être réparable entièrement. Selon votre degré d'optimisme, vous allez vous lancer dans une ou dans quelques réparations. On répare avant tout pour soi, pour se faire pardonner quelque chose ou pour se consoler de voir le monde en mauvais état. Oui, la réparation, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Donc essayons de réparer. Et pour le degré d'optimisme que j'aurais dû mettre en dernier, je vais vous proposer une citation que j'aime beaucoup de Gustave Flaubert, qui disait qu'il était fataliste comme un Turc. Je ne sais pas pourquoi il avait pris les Turcs en exemple fataliste. Fataliste comme un Turc, je crois que tout ce que nous pouvons faire pour le progrès de l'humanité ou rien, c'est absolument la même chose. Ça, c'est la définition du fataliste. Que je fasse un truc, que je répare, ou que je ne répare pas, de toute façon, la planète sera dans le même état. C'est pas complètement faux, hein, si on regarde de près. Mais puis, si vous ne savez pas réparer, vous savez ce que vous pouvez faire comme disait le fils Dumas dans une de ses pièces de théâtre, pas celui qui a fait les Trois Mousquetaires, celui qui a fait La Dame au Camélia. Hein, et dans une de ces pièces, il y a un de ces personnages qui dit « Je ne vous demande pas de réparer votre conduite, monsieur, je vous demande de l'expliquer. » Eh bien moi, ce que j'aimerais au moins avoir fait ce soir, c'est pas réparer, je ne peux pas réparer moi à part ma machine, j'essaye un petit peu de faire ce que je peux, mais de faire quelque chose qui est presque aussi utile que la réparation, parce qu'évidemment, effectivement, le monde, on ne le répare pas comme ça, mais expliquer au moins, expliquer pourquoi il y a eu un truc de cassé. Voilà. Et ça, si on peut le comprendre ensemble, alors après, on sera libre d'être optimiste, fataliste, et puis de voir ce qu'on fait ensuite. Voilà le message que je voulais vous transmettre ce soir. Je vous remercie.